Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit, où j'ai le plaisir de poursuivre ce soir la lecture du Petit Chose d'Alphonse Daudet, qui est un roman en partie autobiographique et qui a été écrit en 1868. C'est le premier roman d'Alphonse Daudet. Alors il faut savoir que ce roman est tantôt écrit à la première personne, tantôt à la troisième personne. Mais c'est toujours le Petit Chose, quand c'est la première personne, le Petit Chose qui parle. C'est un roman qui est extrêmement poignant, où le lecteur se retrouve vraiment complètement désappointé devant la dispersion de cette famille qui au départ était très unie et qui, à cause de revers de fortune et des travers de la vie, va vraiment devoir au final se disperser, se séparer. Beaucoup de misère et de tragédie que les personnages vont devoir endurer. Et pourtant, donc, c'est un roman à la fois dur, bien entendu, mais aussi à la fois drôle et très émouvant. Alors, il faut aussi savoir que Daudet ne met jamais de date dans son roman. Il écrit toujours 1800, enfin 1800, enfin 3 petits points. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais dire 1800, c'est juste qu'il n'a pas voulu, l'écrivain n'a pas voulu en fait donner de date précise à son roman, peut-être pour pas trop influencer sur la période. Ça se passe donc toujours au 19e siècle, mais il n'y a pas vraiment de date précise. On dit juste 5 ou 6 ans plus tard, ou mon frère qui a 2 ans de plus, mais il n'y a pas de vraie date précise dans le roman. Alors, c'est un roman d'apprentissage, en partie autobiographique. Le Petit Chose est en fait donc le personnage de Daniel Essette, qui est un jeune garçon, qui est le fils d'un riche industriel qui va malheureusement avoir des revers de fortune et va donc devenir un enfant de pauvre, qui va quand même aller au collège, mais qui va être le seul garçon du collège à porter une blouse. Donc il va être différent, un peu comme un gone, comme un jeune garçon pauvre qui se retrouve un peu malencontreusement quand même au collège. Le professeur lui parle du bout des lèvres, toujours d'un air méprisant. Il ne l'appelle jamais par son nom. C'est d'ailleurs lui qui va lui donner le surnom du Petit Chose, et c'est un surnom qui va lui rester. Et Daniel va d'ailleurs, le Petit Chose, il va d'ailleurs être forcé d'arrêter ses études vraiment quand la ruine de son père sera complètement faite et sa famille va être dispersée. Nous allons d'ailleurs reprendre la lecture pile à ce moment-là où le père, Monsieur Essette, annonce à Daniel Essette, le Petit Chose, que maintenant qu'ils ont grandi, ils vont devoir tous se disperser et essayer de gagner chacun leur vie, car il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, ce Monsieur Essette. Quand nous sommes venus à Lyon, il y a 6 ans, ruinés par les révolutionnaires, j'espérais, à force de travail, arriver à reconstruire notre fortune. Mais le démon s'en mêle. Je n'ai réussi qu'à nous enfoncer jusqu'au cou dans les dettes et dans la misère. À présent, c'est fini. Nous sommes embourbés. Pour sortir de là, nous n'avons qu'un parti à prendre. Maintenant que nous voilà grandis, vous vendre le peu qui nous reste et chercher notre vie chacun de notre côté. Un nouveau sanglot de l'invisible Jacques vint interrompre M. Essette. Mais il était tellement ému lui-même qu'il ne se fâcha pas. Il fit seulement signe à Daniel de fermer la porte, et la porte fermée, il reprit. « Voici donc ce que j'ai décidé. Jusqu'à nouvel ordre, ta mère va s'en aller vivre dans le Midi chez son frère, l'oncle Baptiste. Jacques restera à Lyon. Il a trouvé un petit emploi au Mont-de-Piété. Moi, j'entre commis voyageur à la société vinicole. Quant à toi, mon pauvre enfant, il va falloir aussi que tu gagnes ta vie. Justement, je reçois une lettre du recteur qui te propose une place de maître d'études. Tiens, lis. » Le Petit Chose prit la lettre. « D'après ce que je vois, dit-il, tout en lisant, je n'ai pas de temps à perdre. Il faudrait partir demain matin. »« C'est bien, je partirai. » Là-dessus, le Petit Chose replia la lettre et la rendit à son père d'une main qui ne tremblait pas. C'était un grand philosophe, comme vous voyez. À ce moment, Madame Essette entra dans le magasin, puis Jacques timidement derrière elle. Tous deux s'approchèrent du Petit Chose et l'embrassèrent en silence. Depuis la veille, ils étaient au courant de ce qui se passait. « Qu'on s'occupe de sa malle, fit brusquement M. Essette. Il part demain matin par le bateau. » Madame Essette poussa un gros soupir. Jacques esquissa un sanglot. Et tout fut dit. On commençait à être fait au malheur dans cette maison-là. Le lendemain de cette journée mémorable, toute la famille accompagna le Petit Chose au bateau. Par une coïncidence singulière, c'était le même bateau qui avait amené les Essette à Lyon 6 ans auparavant.
Capitaine Géniès, maître Coq-Montélimar. Naturellement, on se rappela le parapluie d'Anou, le perroquet de Robinson et quelques autres épisodes du débarquement. Ces souvenirs égayèrent un peu ce triste départ et amenèrent l'ombre d'un sourire sur les lèvres de Madame Essette. Tout à coup, la cloche sonna. Il fallait partir. Le petit chose, s'arrachant aux étreintes de ses amis, franchit bravement la passerelle. « Sois sérieux, lui cria son père. « Ne sois pas malade, dit Madame Essette. Jacques voulait parler, mais il ne put pas. Il pleurait trop. Le petit chose ne pleurait pas, lui. Comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, c'était un grand philosophe, et positivement, les philosophes ne doivent pas s'attendrir. Et pourtant, Dieu sait s'il les aimait, ces chères créatures qu'il laissait derrière lui dans le brouillard. Dieu sait s'il aurait donné volontiers pour elles tout son sang et toute sa chair. Mais que voulez-vous? La joie de quitter Lyon, le mouvement du bateau, l'ivresse du voyage, l'orgueil de se sentir homme. Homme libre, homme fait, voyageant seul et gagnant sa vie. Tout cela grisait le petit chose. Il l'empêchait de songer, comme il aurait dû, aux trois êtres chéris qui sanglotaient là-bas, debout sur les quais du Rhône. Ah, ce n'étaient pas des philosophes, ces trois-là. D'un œil anxieux et plein de tendresse, ils suivaient la marche asthmatique du navire. Et son panache de fumée n'était pas plus gros qu'une hirondelle à l'horizon, qu'il criait encore « Adieu, adieu » en faisant des signes. Pendant ce temps, Monsieur le philosophe se promenait de long en large sur le pont, les mains dans les poches, la tête au vent. Il sifflotait, crachait très loin, regardait les dames sous le nez, inspectait la manœuvre, marchait des épaules comme un gros homme, se trouvait charmant. Avant qu'on fût seulement à Vienne, il avait appris au maître Coq-Montélimar et à ses deux marmitons qu'il était dans l'université et qu'il y gagnait fort bien sa vie. Ces messieurs lui en firent compliment. Cela le rendit très fier. Une fois, en se promenant d'un bout à l'autre du navire, notre philosophe heurta du pied à l'avant près de la grosse cloche un paquet de cordes sur lesquelles, à 6 ans de là, Robinson Crusoe était venu s'asseoir pendant de longues heures, son perroquet entre les jambes. Ce paquet de cordes le fit beaucoup rire et un peu rougir. Que je devais être ridicule, pensait-il, de traîner partout avec moi cette grande cage peinte en bleu et ce perroquet fantastique. Pauvre philosophe! Il ne se doutait pas que pendant toute sa vie, il était condamné à traîner ainsi ridiculement cette cage peinte en bleu, couleur d'illusion, et ce perroquet vert, couleur d'espérance. Hélas, à l'heure où j'écris ces lignes, le malheureux garçon la porte encore, sa grande cage peinte en bleu. Seulement, de jour en jour, l'azur des barreaux s'écaille et le perroquet vert est aux 3/4 déplumé. Pécaire. Le premier soin du petit chose, en arrivant dans sa ville natale, fut de se rendre à l'académie où logeait monsieur le recteur. Ce recteur, ami des 7 pères, était un grand beau vieux alerte et cercle, n'ayant rien qui sentît le pédant, ni quoi que ce fût de semblable. Il accueillit 7 fils avec une grande bienveillance. Toutefois, quand on l'introduisit dans son cabinet, le brave homme ne put retenir un geste de surprise. « Oh mon Dieu !» dit-il, comme il est petit. Le fait est que le petit chose était ridiculement petit. Et puis, l'air si jeune, si mauviette, l'exclamation du recteur lui porta un coup terrible. « Ils ne vont pas vouloir de moi, pensa-t-il. » Et tout son corps se mit à trembler. Heureusement, comme s'il devinait ce qui se passait dans cette pauvre petite cervelle, le recteur reprit. « Approche ici, mon garçon. Nous allons donc faire de toi un maître d'études. À ton âge, avec cette taille et cette figure-là, le métier te sera plus dur qu'à un autre. Mais enfin, puisqu'il faut que tu gagnes ta vie, mon cher enfant, nous arrangerons cela pour le mieux. En commençant, on ne te mettra pas dans une grande baraque. Je vais t'envoyer dans un collège communal à quelques lieues d'ici, à Sarlande, en pleine montagne. Là, tu feras ton apprentissage d'homme.
Tu t'aguerriras au métier, tu grandiras, tu prendras de la barbe, puis le poil venu nous verrons. » Tout en parlant, monsieur le recteur écrivait au principal du collège de Sarlande pour lui présenter son protégé. La lettre terminée, il la remit au petit chose et l'engagea à partir le jour même. Là-dessus, il lui donna quelques sages conseils et le congédia d'une tape amicale sur la joue en lui promettant de ne pas le perdre de vue. Voilà mon petit chose, bien content. 4 à 4, il dégringole l'escalier séculaire de l'académie et s'en va d'une haleine retenir sa place pour Sarlande. La diligence ne part que dans l'après-midi, encore 4 heures à attendre. Le petit chose en profite pour aller parader au soleil, sur l'esplanade et se montrer à ses compatriotes. Ce premier devoir accompli, il songe à prendre quelque nourriture et se met en quête d'un cabaret à portée de son escarcelle. Juste en face, les casernes, il en avise un propre, reluisant, avec une belle enseigne toute neuve. « Aux compagnons du Tour de France. »« Voici mon affaire, se dit-il. » Et après quelques minutes d'hésitation, c'est la première fois que le petit chose entre dans un restaurant. Il pousse résolument la porte. Le cabaret est désert pour le moment. Des murs peints à la chaux, quelques tables de chêne. Dans un coin, de longues cannes de compagnons à bout de cuivre, ornées de rubans multicolores. Au comptoir, un gros homme qui ronfle, le nez dans un journal. « Voilà, quelqu'un !» dit le petit chose en frappant de son poing ferme sur les tables comme un vieux coureur de taverne. Le gros homme du comptoir ne se réveille pas, pour si peu, mais du fond de l'arrière-boutique, la cabaretière accourt. En voyant le nouveau client que l'ange hasard lui amène, elle pousse un grand cri. « Miséricorde, monsieur Daniel !»« À nous, ma vieille à nous !» répond le petit chose, et les voilà dans les bras l'un de l'autre. « Eh mon Dieu, oui, c'est à nous, la vieille à nous, anciennement bonne déessette, maintenant cabaretière, mère des compagnons, mariée à Jean Pérol, ce gros qui ronfle là-bas dans le comptoir. Et comme elle est heureuse, si vous saviez, cette brave à nous, comme elle est heureuse de revoir monsieur Daniel, comme elle l'embrasse, comme elle l'étreint, comme elle l'étouffe. » Au milieu de ces effusions, l'homme du comptoir se réveille. Il s'étonne d'abord un peu du chaleureux accueil que sa femme est en train de faire à ce jeune inconnu. Mais quand on lui apprend que ce jeune inconnu est monsieur Daniel Essette en personne, Jean Pérol devient rouge de plaisir et s'empresse autour de son illustre visiteur. « Avez-vous déjeuné, monsieur Daniel ?»« Ma foi, non, mon bon Pérol. C'est précisément ce qui m'a fait entrer ici. »« Justice divine, monsieur Daniel n'a pas déjeuné. La vieille à nous court à sa cuisine. Jean Pérol se précipite à la cave, une fière cave au dire des compagnies. En un tour de main, le couvert est mis, la table est parée, le petit chose n'a qu'à s'asseoir et à fonctionner. À sa gauche, Anou lui taille des mouillettes pour ses œufs, des œufs du matin, blancs, crémeux, duvetés. À sa droite, Jean Pérol lui verse un vieux Châteauneuf du Pape qui semble une poignée de rubis jetés au fond de son verre. Et le petit chose est très heureux. Il boit comme un templier, mange comme un hospitalier et trouve encore moyen de raconter entre 2 coups de dents qu'il vient d'entrer dans l'université, ce qui le met à même de gagner honorablement sa vie. Il faut voir de quel air il dit cela, gagner honorablement sa vie. La vieille à nous se pâme d'admiration. L'enthousiasme de Jean Pérol est moins vif. Il trouve tout simple que monsieur Daniel gagne sa vie puisqu'il est en état de la gagner. À l'âge de monsieur Daniel, lui, Jean Pérol, courait le monde depuis déjà 4 ou 5 ans et ne coûtait plus un liard à la maison, au contraire. Bien entendu, le digne cabaretier garde ses réflexions pour lui seul. Oser comparer Jean Pérol à Daniel Essette, à nous ne le souffrirait pas. En attendant, le petit chose va son train. Il parle, il boit, il mange, il s'anime, ses yeux brillent, sa joue s'allume. « Oh là, maître Pérol, qu'on aille chercher des verres, le petit chose va trinquer. » Jean Pérol apporte des verres et on trinque. D'abord à madame Essette, ensuite à monsieur Essette, puis à Jacques, à Daniel, à la vieille Anou, au mari d'Anou, à l'université, à quoi encore? 2 heures se passent ainsi en libation et en bavardage. On cause du passé, couleur de deuil, de l'avenir, couleur de rose. On se rappelle la fabrique, Lyon, la rue Lanterne, ce pauvre abbé qu'on aimait tant. Tout à coup, le petit chose se lève pour partir. « Déjà ?» dit tristement la vieille Anou.
Le petit chose s'excuse. Il y a quelqu'un de la ville à voir avant de s'en aller, une visite très importante. Quel dommage, on était si bien. On avait tant de choses à se raconter encore. Enfin, puisqu'il le faut, puisque M. Daniel a quelqu'un de la ville à voir, ses amis du Tour de France ne veulent pas le retenir plus longtemps. Bon voyage, M. Daniel. Dieu vous conduise, notre cher maître. Et jusqu'au milieu de la rue, Jean Peyrol et sa femme l'accompagnent de leur bénédiction. Or, savez-vous quel est ce quelqu'un de la ville que le petit chose veut voir avant de partir? C'est la fabrique. Cette fabrique qu'il aimait tant et qu'il a tant pleuré. C'est le jardin, les ateliers, les grands platanes, tous les amis de son enfance, toutes ses joies du premier jour. Que voulez-vous? Le cœur de l'homme a de ses faiblesses. Il aime ce qu'il peut, même du bois, même des pierres, même une fabrique. D'ailleurs, l'histoire est là pour vous dire que le vieux Robinson, de retour en Angleterre, reprit la mer et fit je ne sais combien de mille lieues pour revoir son île déserte. Il n'est donc pas étonnant que pour revoir la sienne, le petit chose ne fasse pas quelques pas. Déjà, les grands platanes dont la tête empanachée regarde par-dessus les maisons ont reconnu leur ancien ami qui vient vers eux à toutes jambes. De loin, ils lui font signe en se penchant les uns vers les autres, comme pour se dire « Voilà Daniel et Seth. Daniel et Seth est de retour. » Et lui se dépêche, mais arrivé devant la fabrique, il s'arrête, stupéfait. De grandes murailles grises, sans un bout de laurier rose ou de grenadier qui les passe. Plus de fenêtres, des lucarnes, plus d'ateliers, une chapelle. Au-dessus de la porte, une grosse croix de grès rouge avec un peu de latin autour. Oh douleur! La fabrique n'est plus la fabrique, c'est un couvent de carmélites où les hommes n'entrent jamais. Chapitre 5. Gagne ta vie. Saarland est une petite ville des Cévennes, bâtie au fond d'une étroite vallée que la montagne enserre de partout comme un grand mur. Quand le soleil y donne, c'est une fournaise. Quand la tramontane souffle, une glacière. Le soir de mon arrivée, la tramontane faisait rage depuis le matin. Et quoi qu'on fût au printemps, le petit chose perché sur le haut de la diligence sentit en entrant dans la ville le froid le saisir jusqu'au cœur. Les rues étaient noires et désertes. Sur la place d'Armes, quelques personnes attendaient la voiture en se promenant de long en large devant le bureau mal éclairé. À peine descendu de mon impériale, je me fis conduire au collège sans perdre une minute. J'avais hâte d'entrer en fonction. Le collège n'était pas loin de la place. Après m'avoir fait traverser 2 ou 3 larges rues silencieuses, l'homme qui portait ma malle s'arrêta devant une grande maison où tout semblait mort depuis des années. « C'est ici, dit-il en soulevant l'énorme marteau de la porte. » Le marteau retomba lourdement. La porte s'ouvrit d'elle-même et nous entrâmes. J'attendis un moment sous le porche, dans l'ombre. L'homme posa sa malle par terre. Je le payai et il s'en alla bien vite. Derrière lui, l'énorme porte se referma, lourdement. Bientôt, après un portier somnolent, tenant à la main une grosse lanterne, il s'approcha de moi. « Vous êtes sans doute un nouveau, me dit-il d'un air endormi. Il me prenait pour un élève. Je ne suis pas un élève du tout, je viens ici comme maître d'études. Conduisez-moi chez le principal. » Le portier parut surpris. Il souleva sa casquette et m'engagea à entrer 1 minute dans la loge. Pour le quart d'heure, monsieur le principal était à l'église avec les enfants. On me mènerait chez lui dès que la prière du soir serait terminée. Dans la loge, on achevait de souper. Un grand, beau gaillard à moustache blonde dégustait un verre d'eau-de-vie aux côtés d'une petite femme maigre, souffreteuse, jaune, comme un coin et emmitouflée jusqu'aux oreilles dans un châle fané. « Qu'est-ce donc, monsieur Cassagne » demanda l'homme aux moustaches. « C'est le nouveau maître d'études » répondit le concierge en me désignant. « Monsieur est si petit que je l'avais d'abord pris pour un élève. »« Le fait est, » dit l'homme aux moustaches en me regardant par-dessus son verre, « que nous avons ici des élèves plus grands et même plus âgés que monsieur. Veillons l'aîné, par exemple.
Et Crouza, ajouta le concierge. Et Soubérol, dit la femme. Là-dessus, ils se mirent à parler entre eux à voix basse, le nez dans leur vilaine eau de vie, me dévisageant du coin de l'œil. Au dehors, on attendait la tramontane qui ronflait et les voix criardes des élèves récitant des litanies à la chapelle. Tout à coup, une cloche sonna. Un grand bruit de pas se fit dans les vestibules. La prière était finie, me dit M. Cassagne en se levant. Montons chez le principal. Il prit sa lanterne et je le suivis. Le collège me sembla immense. D'interminables corridors, de grands porches, de larges escaliers avec des rampes de fer ouvragées. Tout cela vieux, noir, enfumé. Le portier m'apprit qu'avant 89, la maison était une école de marine et qu'elle avait compté jusqu'à 800 élèves, tous de la plus grande noblesse. Comme il achevait de me donner ce précieux renseignement, nous arrivions devant le cabinet du principal. Monsieur Cassagne poussa doucement une double porte matelassée et frappa 2 fois contre la boiserie. Une voix répondit « Entrez !» et nous entrâmes. C'était un cabinet de travail très vaste, à tapisserie verte. Tout au fond, devant une longue table, le principal écrivait à la lueur pâle d'une lampe dont l'abat-jour était complètement baissé. « Monsieur le principal, dit le portier en me poussant devant lui, voilà le nouveau maître qui vient pour remplacer monsieur Serrière. » « C'est bien, fit le principal sans se déranger. Le portier s'inclina et sortit. Je restais debout au milieu de la pièce, en tortillant mon chapeau entre mes doigts. Quand il eut fini d'écrire, le principal se tourna vers moi et je pus examiner à mon aise sa petite face pâlotte et sèche, éclairée par 2 yeux froids sans couleur. Lui, de son côté, releva pour mieux me voir l'abat-jour de la lampe et accrocha un lorgnon à son nez. « Mais c'est un enfant !» s'écria tout en bondissant sur son fauteuil. « Que veut-on que je fasse d'un enfant ?» Pour le coup, le petit chose eut une peur terrible. Il se voyait déjà dans la rue, sans ressources. Il eut à peine la force de balbutier 2 ou 3 mots et de remettre au principal la lettre d'introduction qu'il avait pour lui. Le principal prit la lettre, la lut, la relut, la plia, la déplia, la relut encore. Puis il finit par me dire que grâce à la recommandation toute particulière du recteur et à l'honorabilité de ma famille, il consentait à me prendre chez lui, bien que ma grande jeunesse lui fît peur. Il entama ensuite de longues déclamations sur la gravité de mes nouveaux devoirs, mais je ne l'écoutais plus. Pour moi, l'essentiel était qu'on ne me renvoyât pas. J'étais heureux, follement heureux. J'aurais voulu que monsieur le principal eût 1000 mains et les lui embrassait toutes. Un formidable bruit de ferraille m'arrêta dans mes effusions. Je me retournai vivement et me trouvai en face d'un long personnage à favoris rouges qui venait d'entrer dans le cabinet sans qu'on l'eût entendu. C'était le surveillant général. Sa tête penchée sur l'épaule, à l'excès homo, il me regardait avec le plus doux des sourires en me secouant un trousseau de clés de toutes dimensions, suspendu à son index. Le sourire m'aurait prévenu en sa faveur, mais les clés grinçaient avec un bruit terrible, frinc, 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 qui me fit peur. « Monsieur Viaud, dit le principal, voici le remplaçant de monsieur Serrière qui nous arrive. » Monsieur Viaud s'inclina et me sourit le plus doucement du monde. Ses clés, au contraire, s'agitèrent d'un air ironique et méchant, comme pour dire « Ce petit homme-là pour remplacer monsieur Serrière, allons donc, allons donc !» Le principal comprit aussi bien que moi ce que les clés venaient de dire, et ajouta avec un soupir « Je sais qu'en perdant monsieur Serrière, nous faisons une perte presque irréparable. » Ici, les clés poussèrent un véritable sanglot. Mais je suis sûre que si monsieur Viaud veut bien prendre le nouveau maître sous sa tutelle spéciale et lui inculquer les précieuses idées sur l'enseignement, l'ordre et la discipline de la maison n'auront pas trop à souffrir du départ de monsieur Serrière. Toujours souriant et doux, monsieur Viaud répondit que sa bienveillance m'était acquise et qu'il m'aiderait volontiers de ses conseils. Mais les clés n'étaient pas bienveillantes, elles. Il fallait les entendre s'agiter et grincer avec frénésie. « Si tu bouges, petit drôle, gare à toi. » Monsieur Essette, conclut le principal, vous pouvez vous retirer. Pour ce soir encore, il faudra que vous couchiez à l'hôtel. Soyez ici demain à 8 heures. Allez. Et il me congédia d'un geste digne. Monsieur Viaud, plus souriant et plus doux que jamais, m'accompagna jusqu'à la porte. Mais avant de me quitter, il me glissa dans la main un petit cahier. «
C'est le règlement de la maison, me dit-il. Lisez et méditez. Puis il ouvrit la porte et la referma sur moi en agitant ses clés d'une façon. Frank, frank, frank. Ces messieurs avaient oublié de m'éclairer. J'errais un moment parmi les grands corridors tout noirs, tâtant les murs pour essayer de trouver mon chemin. De loin en loin, un peu de lune entrait par le grillage d'une fenêtre haute et m'aidait à m'orienter. Tout à coup, dans la nuit des galeries, un point lumineux brilla, venant à ma rencontre. Je fis encore quelques pas, la lumière grandit, s'approcha de moi, passa à mes côtés, s'éloigna et disparut. Ce fut comme une vision. Mais si rapide qu'elle eût été, je pus en saisir les moindres détails. Figurez-vous 2 femmes, non 2 ombres. L'une vieille, ridée, ratatinée, pliée en 2 avec d'énormes lunettes qui lui cachaient la moitié du visage. L'autre, jeune, svelte, un peu grêle comme tous les fantômes, mais ayant ce que les fantômes n'ont pas en général, une paire d'yeux très grands et si noirs, si noirs. La vieille tenait à la main une petite lampe de cuivre. Les yeux noirs, eux, ne portaient rien. Les 2 ombres passèrent près de moi, rapides, silencieuses, sans me voir. Et depuis longtemps, elles avaient disparu que j'étais encore debout à la même place, sous une double impression de charme et de terreur. Je repris ma route, à tâtons, mais le cœur me battait bien fort, et j'avais toujours devant moi dans l'ombre l'horrible fée aux lunettes marchant à côté des yeux noirs. Il s'agissait cependant de découvrir un gîte pour la nuit, et ce n'était pas une mince affaire. Heureusement, l'homme aux moustaches que je trouvais fumant sa pipe devant la loge du portier se mit tout à coup à ma disposition et me proposa de me conduire dans un bon petit hôtel pas trop cher, où je serais servi comme un prince. Vous pensez si j'acceptais de bon cœur? Cet homme à moustache avait l'air très bon enfant. Chemin faisant, j'appris qu'il s'appelait Roger, qu'il était professeur de danse, d'équitation, d'escrime et de gymnastique au collège de Sarlande, et qu'il avait servi longtemps dans les chasseurs d'Afrique. Ceci acheva de me le rendre sympathique. Les enfants sont toujours portés à aimer les soldats. Nous nous séparâmes à la porte de l'hôtel avec force poignée de main et la promesse formelle de devenir une paire d'amis. Et maintenant, lecteur, un aveu me reste à te faire. Quand le petit chose se trouva seul dans cette chambre froide, devant ce lit d'auberge inconnu et banal loin de ceux qu'il aimait, son cœur éclata, ce grand philosophe pleura comme un enfant. La vie l'épouvantait à présent. Il se sentait faible et désarmé devant elle. Et il pleurait. Il pleurait. Tout à coup, au milieu de ses larmes, l'image des siens passa devant ses yeux. Il vit la maison déserte, la famille dispersée, la mère ici, le père là-bas. Plus de toit, plus de foyer. Et alors, oubliant sa propre détresse pour ne songer qu'à la misère commune, le petit chose prit une grande et belle résolution, celle de reconstituer la maison Essette et de reconstruire le foyer à lui tout seul. Puis, fier d'avoir trouvé ce noble but à sa vie, il essuya ses larmes indignes d'un homme, d'un reconstructeur de foyer, et sans perdre une minute, entama la lecture du règlement de M. Viau pour se mettre au courant de ses nouveaux devoirs. Et c'est donc sur cette idée d'espoir du petit chose que je termine donc cette lecture. N'hésitez pas à nous laisser des petits mots sur la page Facebook de l'émission. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du petit chose d'Alphonse Daudet. Bonne soirée à tous, au revoir.